Il y a quelques années, des chercheurs québécois ont inventé un produit quasi miraculeux destiné à remplacer les prothèses du genou. La compagnie québécoise s'est toutefois fait damer le pion d'une bien étrange manière, après avoir été subventionnée, entre autres, par des fonds publics. Certains parlent même d'une faillite orchestrée pour racheter l'invention à bas prix. Enquête sur la disparition de ce qui s'annonçait comme un fleuron québécois. Le Cargel est quasi miraculeux pour les genoux. Le premier patient opéré avec ce produit est une star, Serge Chavard, l'ex-défenseur et directeur général des Canadiens de Montréal. J'ai été un cobaye. J'avais tellement confiance à ce produit-là que j'ai accepté de me faire opérer. Conçu par des chercheurs d'ici, subventionné par les contribuables canadiens, le Cargel a attiré de nombreux petits investisseurs québécois qui ont tout perdu. La compagnie qui a mis au monde le produit a annoncé son intention de faire faillite tout près du but. Quand on lit tous les documents, ça semble être une faillite orchestrée. Après de multiples rebondissements en cours, une mystérieuse invasion de domicile, des démissions inexpliquées, l'invention et ses profits échappent aux Québécois. On avait entre les mains un produit avec un potentiel extraordinaire. On parle ici, pour la planète, on parle de milliards. Il y a une quinzaine d'années, c'était l'âge d'or de la biotechnologie. On travaille avec les cellules de l'être humain lui-même. Un ancien professeur de l'École polytechnique de Montréal met au point le Cargel, une alternative aux prothèses du genou. Sa compagnie, Biosyntec, prétend carrément régénérer le cartilage endommagé à la source. Biosyntec a mis au point un biogel. Dans la blessure du cartilage, le gel devient solide et les cellules encapsulées commencent leur travail de réparation. Les contribuables ont aidé la compagnie à développer son produit miracle. 5 millions de dollars en crédit d'impôt, 6 millions en prêts d'investissement Québec et de la Banque de développement du Canada. Sans compter les nombreuses bourses de recherche octroyées entre 1995 et 2010. Polytechnique a reçu plus de 13 millions de dollars pour effectuer de la recherche dans des domaines reliés au champ d'intérêt de Biosyntec. Les chercheurs se sont également tournés vers la bourse pour financer leur compagnie et tenir le coup pendant que les essais cliniques visant à obtenir le feu vert de Santé Canada se déroulaient. Charles Baudouin et Vincent Blais ont acheté des actions de Biosyntec dès la fin des années 90. On était actionnaires, on était propriétaires, donc oui, j'avais le sentiment d'appartenance à cette compagnie-là. Les employés étaient québécois, la technologie était québécoise, nos relations universitaires étaient québécoises. Le but, c'était de développer la compagnie au Québec. Vous, personnellement, combien vous avez investi? Une somme assez importante parce que j'étais là depuis le début. C'est-à-dire, on parle en termes de centaines de milliers de dollars. Oui, des centaines de milliers de dollars. En 2003, Serge Chavard se fait opérer au Cargel alors que le produit n'est pas encore commercialisé. Santé Canada accorde parfois des permissions spéciales aux malades qui, comme Serge Chavard, ne répondent pas au traitement reconnu. J'avais des problèmes, j'avais de la misère à marcher, j'avais de la misère à monter les marches et j'avais une qualité de vie qui était quand même assez restreinte. Il témoigne publiquement de l'efficacité du produit. Feels real good, I have no pain. I put about 60-75% of my weight on. Son exemple en incite d'autres, comme Annette Arsenault, à se faire opérer avec une permission spéciale. Le Cargel a carrément changé la vie de la septuagénaire. Avant le Cargel, c'était pas une vie. Et après, j'ai pu recommencer à vivre normalement. C'est un cadeau. J'ai tout pu réaliser des rêves que j'avais abandonnés. Biosyntec en profite pour mousser son produit, tablant sur le témoignage dithyrambique de la patiente. Toute cette publicité attire de gros investisseurs. Le Fonds de solidarité de la FTQ, le Fonds d'investissement ProQuest et Piramal, une multinationale indienne. Mais d'autres joueurs, vraisemblablement mal intentionnés, tendent l'oreille. Une autre affaire d'invasion de domicile est survenue cette fois à Laval la nuit dernière. Un couple a été attaqué, ligoté par 3 suspects.
Au mois d'août 2006, un haut dirigeant de Biosyntec que nous ne pouvons identifier est attaqué chez lui en pleine nuit. Les agresseurs sont arrêtés. Au procès, la victime explique que les motifs de l'invasion de domicile n'ont jamais été clairs pour lui. J'ai dit, « What do you want? You want money? » Ils ont dit, « No, we will take you in a car. » Ils ont dit qu'ils vont m'attacher, me bander les yeux, me mettre une cagoule et qu'ils allaient m'enlever. Terry Damas-Café, un des 5 agresseurs, a donné un peu plus d'indices lorsqu'il a été accusé. Est-ce que vous, on vous dit pourquoi on se rend chez ces gens-là? Le plan de base que j'avais connu, c'était supposé être un intro, aller chercher des documents. C'est par rapport à l'histoire de son métier ou sa business. Là. La business, c'est Biosyntec. Certains petits investisseurs, comme Vincent Blais, sont interrogés. Les questions des enquêteurs à ce moment-là semblaient porter sur un acte commandé par un groupe ou un individu non identifié, mais on cherchait, toujours selon les enquêteurs, à mettre la main sur des documents qui auraient probablement procuré l'information stratégique au commanditaire de l'acte. Les policiers sont incapables de creuser l'histoire du vol de documents. Les agresseurs seront finalement condamnés seulement pour l'invasion de domicile. Serge Chavard, qui s'est recyclé dans le monde des affaires depuis sa retraite du hockey, siège au conseil d'administration de Biosyntec dès le début des années 2000. Tout le temps que j'ai été sur le conseil d'administration de Biosyntec, on était dans les réunions et on disait oh, on a de l'argent pour juste 6 mois, 8 mois, 9 mois. C'est toujours comme ça. En 2008, des fonds privés renflouent les coffres de la compagnie. Un nouveau venu, Island, le Fonds de solidarité de la FTQ, ainsi que Papas et ProQuest, 2 fonds américains dans lesquels la FTQ investit. Ils demandent 5 des 9 sièges à la table du conseil d'administration, dont un pour un membre indépendant désigné par la FTQ. C'est une pratique courante, mais Serge Chavard n'apprécie pas. Il voit le contrôle de la compagnie échapper aux administrateurs de la première heure. Moi, j'ai démissionné parce que qu'est-ce que je viens faire sur un conseil d'administration où il y a 5 votes sur 9 qui est contrôlé? La FTQ était l'allié de ProQuest dans ça. C'est quelque chose qui s'est fait dans l'antichambre, là. C'était une prise de contrôle, dans le fond. Et moi, j'ai pas aimé ça. Du coup, la part des petits actionnaires dans la compagnie passe de 75 à 35 Mais Charles Beaudoin ne s'inquiète pas. En 2008, c'est ce qu'on pensait, qu'on ne manquerait pas de fonds à cause qu'on avait des bons partenaires avec les poches profondes. Au retour, après les bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles. Là, on se posait de sérieuses questions. Qu'est-ce qui se passe avec cette compagnie-là? Tout va bien, puis les gens clés démissionnent. L'année 2009 s'annonce positive. Au printemps, la Banque Laurentienne évalue que Biosyntec vaut entre 77 et 182 millions de dollars. Juin 2009, une analyse intérimaire démontre que le cartilage des 22 premiers patients opérés au Cargel est sensiblement amélioré. La compagnie émet un communiqué. En juin 2009, on a eu les résultats de nos essais cliniques qui prouvaient par un laboratoire indépendant que notre système de Cargel fonctionnait. Donc, c'est la meilleure nouvelle que Biosyntec a jamais eue. Le communiqué est écrit par Michel Lagueux, président et chef de la direction de Biosyntec, et Mathieu Shive, directeur scientifique. Ce dernier a accepté de nous parler au téléphone seulement. Encore aujourd'hui, il ne comprend pas pourquoi certains membres du conseil d'administration étaient réticents à publiciser la bonne nouvelle. Au moment d'émettre le communiqué, il me semblait qu'il n'était pas content. Pour moi, c'était le meilleur communiqué de presse de toute l'histoire de la compagnie. On aurait dû sabler le champagne, mais ce n'était pas comme ça. Plusieurs membres du CA me posaient des questions comme « Pourquoi? Est-ce qu'on est sûr que c'est le bon moment? » C'est le genre de questions qui me faisaient penser que peut-être ils ne voulaient pas qu'on sorte le communiqué. Quoi qu'il en soit, dès que le communiqué est émis, la valeur de l'action de Biosyntec monte en flèche. Le titre, si ma mémoire est bonne, est passé d'environ 23 sous à près de 32 sous, suite à l'annonce de nouvelles.
Donc, le marché réagissait comme vous. Ça l'a justement contribué à créer une excitation chez les actionnaires. 10 jours plus tard, nouveau communiqué. On annonce la démission du président Michel Lagueux. Puis là, on se posait de sérieuses questions. Qu'est-ce qui se passe avec cette compagnie-là? Tout va bien, puis les gens attelés démissionnent. Michel Lagueux n'a jamais retourné nos appels. Mais selon un article publié par le canal Argent, il aurait motivé son départ précipité en disant qu'il ne voulait pas faire de prison et que l'information émanant de Biosyntec était manipulée par le conseil d'administration. J'ai jamais eu la réponse exacte à savoir pourquoi M. Lagueux avait démissionné à ce moment-là, mais j'ai trouvé ça très inquiétant. Le communiqué de sa démission insiste sur les problèmes financiers de Biosyntec, disant même douter que la société puisse continuer. Ce que nous, on croit, c'est que ces risques-là ont été amplifiés pour nuire à la compagnie. Le communiqué était fait ou construit pour semer le doute quant à la capacité de l'entreprise de générer de revenus futurs. Messao Dabda est un spécialiste de la lutte contre la criminalité financière. Il croit lui aussi que le deuxième communiqué était intentionnellement alarmiste. Le fait que vous disiez que cette entreprise a des problèmes puis qu'elle va avoir encore plus de problèmes, sans mettre en contraste le brevet puis les essais cliniques puis la véracité puis le succès du produit qui va aller sur le marché, c'est clair que la manipulation, pour moi, est visible. Si on crée un contexte incertain autour de la compagnie, son avenir financier, la restructuration, on fait redescendre un titre suite aux mauvaises nouvelles. C'est exactement ce qui s'est passé. Après la publication de ce communiqué négatif, l'action de Biosyntec chute à 14 cents. Le lendemain, la compagnie émet de nouvelles actions selon des règles prévues plusieurs mois auparavant et qui favorisent ceux qui ont déjà beaucoup d'actions. Les fonds d'investissement se retrouvent avec une part encore plus grande des actions de Biosyntec. Plus le prix de l'action était bas, plus eux recevaient une quantité d'actions importante, plus ça augmentait leur participation dans l'organisation. Pendant cette période, le volume inhabituel de transactions autour de l'action de Biosyntec attire l'attention de l'Autorité des marchés financiers. Mais au terme de son enquête, l'AMF ne trouve rien de répréhensible. Septembre 2009, selon un document remis aux actionnaires, 7 des 9 candidats du conseil d'administration ont été proposés par le Fonds de solidarité de la FTQ et les fonds privés d'investissement. 2 de ces candidats sont des membres indépendants désignés par la FTQ. Biosyntec est vraiment dans le rouge et cherche un acheteur pour renflouer ses coffres. Malgré tout, le conseil d'administration embauche une chef de la direction à 400 000 $ par année, salaire et bonus compris. Ils n'ont jamais ralenti les dépenses. On n'arrive pas à zéro dans le compte de banque sans le voir venir. Ils l'ont vu venir, ils l'ont planifié. Depuis un an, la compagnie garde même un chercheur payé à ne rien faire. Celui-ci a décrit devant les tribunaux comment il passait le temps. Je suis le seul maintenant qui, soi-disant, fait de la recherche et développement, mais je le fais pas parce que j'ai personne pour travailler avec moi. Mais alors, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Je lis beaucoup, j'écris, je révise les articles scientifiques qu'on m'envoie. J'occupe mes journées comme ça. Novembre 2009, la compagnie publie ses dernières bonnes nouvelles. L'analyse intérimaire des images de résonance magnétique de 41 patients opérés au Cargel est positive. Après la pause, une mise en faillite contestée. Quand on lit tous les documents, ça semble être une faillite orchestrée. Sur le principe légal et financier, il n'y a pas faute, mais ce n'est pas logique. 12 mai 2010, coup de théâtre. Biosyntec annonce son intention de faire faillite. Biosyntec était une des entreprises biomédicales les plus prometteuses du Québec. Pourtant, le conseil d'administration de Biosyntec décide de placer la compagnie sous la protection des tribunaux. Pris par surprise, un actionnaire décide de contester la mise en faillite. Il se retrouve devant les tribunaux pour stopper le processus, appuyé par le fondateur de la compagnie et d'autres petits investisseurs. Mais le délai qu'on donne aux acheteurs potentiels qui pourraient racheter Biosyntec et la sauver de la faillite était normalement court. On vend ça en 6 jours. Ma compréhension, c'est que quand tu te mets sous la protection de la loi sur les faillites, c'est pour éviter
une vente de feu, puis c'est pour maximiser la valeur des actifs. Autre élément dérangeant, au moment où la compagnie a été mise en faillite, les tests cliniques venaient tout juste d'être complétés. Selon un document interne sur lequel nous avons mis la main, la compilation finale des résultats devait être terminée début septembre, et c'est ce qui aurait donné sa pleine valeur à la compagnie. Et cela, le conseil d'administration ne pouvait l'ignorer. Ça ne fait pas de sens. Ça fait des années qu'ils roulent les essais, qu'ils roulent les implantations cliniques, qu'ils ont de bonnes rétroactions, que le produit répond bien dans le corps des malades, et ainsi de suite. Et à 3 mois, on décide tout à coup donc, de mettre la compagnie en faillite. C'est clair que ça ne fonctionne pas. Pendant le procès, le juge s'étonne lui aussi du moment choisi. C'est comme si on était tous pressés de la vendre, cette compagnie-là. On veut surtout pas que ça prenne de la valeur tout de suite. On va faire un parallèle. On va prendre un constructeur d'immeubles, il a un 40 étages, il y a 39 étages de construits. On s'assoit pas avec le créancier pour dire « On finit-tu le 40e ou bedon on met la pelle mécanique dedans? » Je trouve que c'est une bonne comparaison, même un peu faible. Je dirais que l'immeuble était fini, il manquait la porte, puis on a décidé qu'on ne mettait pas la porte. Et ce n'est pas parce que BioSyntec avait dépensé plus que la normale qu'elle a été mise en faillite. Avec 76 millions d'investis dans le développement du Cargel, BioSyntec était bien en dessous de la moyenne. Pour arriver à mettre en marché un produit comme le Cargel, ça coûte entre 94 et 300 millions de dollars, selon les études que nous avons consultées. Je peux pas m'expliquer que quelqu'un qui a les poches beaucoup plus profondes que moi arrête. Je peux pas me l'expliquer. On est à 3 mois. On vient de jeter 76 millions dans le fleuve et vous allez même pas voir Investissement Québec? Ben moi, je suis estomaqué. On n'a pas tenté rien. En fait, Investissement Québec venait de prêter 1 million à BioSyntec, ce qu'elle ne fait pas avec les compagnies qui risquent de ne plus être en affaires dans la prochaine année. L'organisme était même prêt à allonger un autre million, mais BioSyntec ne s'en est jamais prévalu. En cours, le syndic de faillite fait valoir que les démarches entreprises par la compagnie pour trouver un partenaire ou un acquéreur l'année précédente n'ont pas porté fruit. Et il aurait fallu remettre encore au moins 10 millions pour amener le produit à la commercialisation. Écoutez, là, la compagnie dont on parle avait des dettes. Elle n'avait plus de liquidité, elle n'était plus capable de faire face à ses obligations, elle rencontrait plusieurs critères pour la définir comme étant insolvable. Pour maintenir la compagnie en vie pendant les 3 prochains mois critiques, ça aurait pris un minimum d'1 500 000 $. Le fondateur de la compagnie, Amin Selmani, propose d'hypothéquer sa maison pour ce montant. Je suis impliqué corps et âme dans cette compagnie. J'ai fait un plan détaillé pour finir et sortir les résultats. Je travaillerai sans salaire. Ce qui m'aurait semblé logique, c'est de faire une assemblée spéciale des actionnaires, dire est-ce qu'il y en a qui embarquent. Si ce phénomène-là s'était produit, on aurait sauvé la compagnie. L'avocat de BioSyntec fait alors valoir que ces petits actionnaires n'ont pas choisi la bonne défense juridique et qu'ils sont devant une cour de faillite qui analyse strictement les chiffres. C'est une série de reproches qui sont adressés au conseil d'administration. Est-ce que ça change la situation d'insolvabilité? Non. Il y a toujours un compte de banque vide. Le juge se range finalement à cette opinion et autorise la vente de BioSyntec. Reste à trancher laquelle des offres d'achat il faut accepter. Piramal et ProQuest, 2 compagnies qui siègent depuis longtemps au conseil d'administration, ont soumissionné. Quand ProQuest, le partenaire de la FTQ en biotechnologie, réalise qu'il risque de perdre les enchères, il augmente son offre d'achat d'1 million de dollars au beau milieu des procédures judiciaires. ProQuest ne peuvent pas nous dire on n'avait pas d'argent. Ils ont fait une offre à 4 millions, un peu moins que 4 millions, et ils ont renchéri d'1 million par la suite. Le juge refuse la surenchère de dernière minute. C'est Piramal qui remporte la mise et met la main sur BioSyntec pour 4 millions de dollars. 3 semaines plus tard, la compagnie indienne indique qu'elle est maintenant assise sur un marché de 500 millions de dollars uniquement en Amérique du Nord. Qui a provoqué la faillite de BioSyntec? C'est le conseil d'administration. En cours, il a beaucoup été question d'une dette de 17 millions de dollars qui aurait été déterminante.
À qui était dû cet argent? En grande partie au Fonds de solidarité et à ProQuest, en plus faible proportion aux autres fonds privés. Et ces fonds décidaient du sort de la compagnie car ils étaient majoritaires au conseil d'administration. On parle d'initiés contrôlant le conseil d'administration. Eux avaient accès à de l'information privilégiée en étant initiés et pouvaient, bien entendu, prendre des décisions d'affaires basées sur l'information qu'ils avaient. Et selon notre spécialiste, les 17 millions dus au fonds privé n'étaient qu'un prétexte. Écoutez, quand vous voyez la taille et la qualité des investisseurs qui ont 17 millions, c'est clair que 17 millions, c'est une goutte d'eau dans la rivière, d'accord? Je sais que c'est clair que ce n'est pas le 17 millions qui les mettrait en faillite. Quand vous le regardez de loin, vous regardez toute la séquence des événements, ça ressemble beaucoup à une orchestration de mise en faillite pour s'accaparer donc un brevet. Je suis totalement d'accord avec cette interprétation-là. Quand on lit tous les documents, ça semble être une faillite orchestrée. Sur le principe légal puis financier, il n'y a pas faute. Mais c'est juste que ce n'est pas logique. On peut se demander pourquoi le Fonds de solidarité de la FTQ, qui avait investi 9 millions de dollars dans BioSyntech, ne s'est pas opposé à la mise en faillite. Certains croient que le fonds a joué quitte ou double, espérant que son partenaire ProQuest puisse au moins racheter la compagnie en faillite. Il perdait 9 millions, mais si ProQuest achetait la compagnie, il ne perdait pas 9 millions. C'est la seule façon que je peux voir qu'il laisserait le dossier mourir comme ça. Dans le cas de ProQuest, il y avait le choix entre investir et faire survivre la compagnie ou prendre le risque d'avoir 100 % de la compagnie pour très peu d'argent. Ils ont pris le deuxième choix. ProQuest n'a répondu à aucune de nos demandes d'explication. À la fin, nos appels à la responsable du dossier semblaient dérangés. Highland et Pappas n'ont pas plus répondu à nos questions. Quant au Fonds de solidarité de la FTQ, son porte-parole soutient qu'il est faux de laisser entendre que le Fonds de solidarité ait provoqué la faillite de BioSyntech dans le but de racheter l'entreprise à plus bas prix et que cette théorie démontre une profonde méconnaissance du processus de la loi sur la faillite. Certains sont toutefois critiques envers le Fonds de solidarité. Tout ça ne nous a pas donné l'impression que la FTQ jouait son rôle de partenaire financier dans l'aventure. Un fonds qui, si on va sur le site Internet, a un rôle d'accompagner de façon financière et stratégique des compagnies québécoises qui veulent créer des projets créateurs de valeur. When we assist these small companies into getting a drug from bench to the market, those are the kind of smart investments or very innovative investments that we'd like to make. Mai 2012, Piramal annonce qu'elle a le feu vert pour commercialiser le Cargel en Europe. Au siège social de Mumbai, en Inde, on parle maintenant d'un marché d'1 milliard de dollars. Serge Chavard, qui avait également des actions dans la compagnie, a perdu un demi-million. Charles Baudouin et Vincent Blais, des centaines de milliers de dollars chacun. Je suis content que le produit existe. C'est un produit qui soulage énormément de monde. Donc, ces gens-là, en bout de ligne, on leur aura offert une solution. Donc ça, j'en suis très fier. Que quelqu'un d'autre encaisse tous les profits de ça, j'en suis très frustré. Bien, les contribuables, par le biais du système universitaire, par le biais de subventions à la recherche, par le biais de crédits d'impôt généreux, crédits de taxes généreux à la FTQ, a contribué au développement de BioSyntech et, à mon avis, n'en récoltera pas tous les fruits. Piramal répond que les contribuables en auront pour leur argent. La multinationale produira le Cargel à Laval. Ça crée de l'emploi ici au Québec. On est très heureux de ça et les gens de Piramal sont très heureux de leur acquisition. N'empêche, d'un point de vue fiscal, profit, s'il y en a, peuvent s'en aller à Mumbai, alors que ça avait été une compagnie de propriété québécoise, le portrait aurait été tout autre. C'est vrai pour toutes les sociétés. Piramal pourrait avoir accès à un nouveau marché, celui des genoux canadiens. Si tout va bien, le Cargel pourrait obtenir le feu vert de Santé Canada cette année.